Bonsoir. C'est une autre soirée de décryptage qui nous attend ce soir en compagnie de nos spécialistes Franck Etienne, Élisée Boloubeu, André Bois et Rayana Assi, histoire de mieux comprendre l'actualité. Et ce soir, nous finirons certainement ce jeudi, en tout cas avec des points qui ont marqué l'actualité, mais également une petite note de sourire. Il sera entre autres question pour le décryptage du dernier discours de Laurent Gbagbo à Songon, des élections à la Fédération ivoirienne de football et des rapports entre la CEDEAO et le Mali. Analyse pertinente et débat constructif. Et ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Oyez, on est content, comme tous les jours, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur qu'on vous retrouve. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pourquoi la Côte d'Ivoire occupe ce rang. Ça, c'est pour Rayana qui n'était pas là à l'émission hier. Oui. Bonsoir Rayana, comment allez-vous? Ça va, je suis heureuse, Brice. Je suis heureuse. Ça se voit, ça se perçoit, et ça fait plaisir. André Bois? Bonjour Brice. Êtes-vous heureux, monsieur? Oui, ça va. Je pense que je ne peux pas l'être moins, vu que le pays lui-même fait partie. C'est ça, franchement. C'est ça. Je fais partie dans le bonheur. Dans le bonheur. Qui, Moi, plus qu'Élisée Boloubeu, peut représenter le bonheur et l'optimisme de l'Ivoirien? Personne. Monsieur Boloubeu, comment allez-vous? Je vais très bien, Brice. Et vous-même? Ça va très bien, ça va très bien. Depuis un week-end très reposé, je vais très bien. Et puis ce soir, pour nous accompagner, nous avons avec nous Franck Etienne. Il est journaliste et également président, directeur général, fondateur du site adjoa.com. On va garder fondateur, pas président, directeur général. Ouais. Ça va très bien, oui. Même si en temps le prix du pain est en train d'être augmenté. Voilà, on a reçu une dernière information qu'il aura donc de nouvelles baguettes, mais à 200 francs. Très bien, on en parlera certainement à adjoa.net. Certainement. Vous êtes fondateur, pas président fondateur. Ça me fait penser à quelqu'un d'autre. Nous, on va en profiter rapidement pour souhaiter un prompt rétablissement à monsieur Alain Toussaint, donc un des habitués de notre décryptage. Meilleure santé à monsieur Alain Toussaint, qui nous reviendra très bientôt. Je pense à partir de la semaine prochaine, qui prend un bon repos. Il faut plus le faire. Tout de suite, décryptage. Monsieur Élisée Boloubeu, on va commencer par vous et cette visite du président Laurent Gbagbo à Songon. C'était le samedi 19 mars dernier. Eh bien, le président Laurent Gbagbo, dans son discours, a évoqué certains points qui ont après été interprétés diversement. Mais déjà, dans quel cadre s'est située cette visite de Laurent Gbagbo? Qu'a-t-il dit? Et après, on dira pourquoi. Pour ce qui est du cadre, je pense que c'était une visite auprès des populations. Il n'y avait pas de cadre particulier en tant que tel. Il venait saluer les populations du Songon qui, d'après ses propres dits, l'ont soutenu, ont été vraiment à ses côtés, déjà pendant sa mandature, mais après, avec tout ce qu'il a vécu, qui ont été à ses côtés. Donc il venait juste dire ses remerciements et sa fraternité à ce peuple-là. C'est un peu ce qu'on peut résumer comme contexte. Maintenant, sur la forme et le fond du discours, on a tous entendu, on a tous lu le discours qu'a fait M. Gbagbo lors de cette visite-là. À titre personnel, j'ai trouvé que le discours, pour moi, ce qui me concerne, n'était pas celui vraiment qu'on attendait, celui qu'on aurait espéré, que moi j'aurais espéré. Parce que pour moi, surtout la partie où il a évoqué la question du fait que l'urbanisation a pris des proportions importantes au détriment du peuple hatchan et aussi le fait que que l'urbanisation a causé du tort au peuple hatchan, mais mieux. La phrase exacte, c'est l'urbanisation d'Abidjan a dépouillé totalement les ébriers. Voilà, dépouillé totalement les ébriers. Mais là, encore même, là, je ne suis pas du tout d'accord avec ce discours parce que quand on dit ça, comme je le dis toujours, il faut sortir un peu de ces langages un peu communautaristes, un peu sectaires. Je trouve que c'est sectaire en fait. Ça veut dire aujourd'hui, au regard de tout ce qu'on a vécu, de toutes ces épreuves qu'on a traversées, aujourd'hui, il faut avoir un discours plutôt, je dirais, nationaliste, fédérateur, mais pas des discours de nature à sectariser, à indiquer les peuples, à nommer nommément les peuples. Et mieux, quand il poursuit et qu'il va sur la question
des nominations, qu'il pense qu'il faut nommer des gens des Atchans pour voir le développement. Bon, moi, personnellement, j'ai été un peu choqué. Est-ce qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse entrevoir le développement d'une nation, on a besoin de nommer des fils de la région? C'est-à-dire, parce qu'on est à Abidjan, il faut qu'on nomme peut-être des Atchans pour espérer que ces Atchans-là s'occupent de tout ce qui concerne le développement d'Abidjan ou bien l'urbanisation, le contrôle de l'urbanisation. Je ne pense pas que ce soit le cas. Dès l'instant qu'on est ivoirien, dès l'instant qu'on est citoyen ivoirien, on est partout chez soi et on a cette possibilité-là de contribuer d'une manière ou d'une autre à l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens, qu'ils soient Atchan, qu'ils soient Sonfo, qu'ils soient Yacouba, qu'ils soient Bété. Tous méritent autant que je peux d'être nommés s'ils ont la compétence, la capacité et également aussi de pouvoir gérer les choses de l'État comme il se doit. Très bien, on vous a bien compris. André Bois, Laurent Gbagbo a le droit de dire ce qu'il veut. Ah ben évidemment, moi qui me bats tous les matins avec mes internautes pour avoir le droit de ce que je dois dire. Donc je pense qu'il a le droit de dire ce qu'il veut. On peut toujours critiquer les propos parce que ça fait partie de la politique. Mais pas, tant que ce ne sont pas des propos délictueux, je ne vois pas pourquoi il ne peut pas le dire. Surtout qu'on est dans un contexte, il faut quand même le dire. La réalité, c'est que les villes ont toujours fait du tort aux populations qui étaient originellement installées là. Qu'ils s'appellent Atchan, que ce soit des Bangladeshis, que ce soit des gens à New York, qu'on soit aux États-Unis avec des Indiens, ça a toujours été le problème des villes. Donc, ça n'a rien de scandaleux que Laurent Gbagbo nous dise que les Atchans ont été dépouillés par l'urbanisation. C'est un fait. Mais est-ce qu'ils l'ont été parce qu'ils sont Atchans? Ça, c'est autre chose. Vous savez, pour dire que de toutes les façons, si on retourne même le tout dans l'autre sens, on va bien se rendre compte que la question même de la culture associée quand même au territoire, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'on ne change pas totalement le visage des villes, même si on sait que la ville, c'est le melting pot, c'est le cosmopolitisme, mais quand même, il y a quand même un socle culturel que les villes doivent pouvoir avoir pour garder quand même une forme d'originalité. C'est là où je partage le discours de Laurent Gbagbo. Et je désapprouve vraiment ce que dit Élysée. Dans des villes aussi importantes, comme Abidjan, où vraiment le cosmopolitisme fait qu'il y a des populations de divers horizons, de diverses origines, nommer quelqu'un qui est originellement de là, je dis bien nommer, je n'ai pas dit élire. Après, s'il va aux organisations qui perd. Je pense que nommer quelqu'un qui est de la région, pour moi, ça ne me paraît pas quelque chose qui est contre, on va dire, la cohésion sociale. C'est pas ce que j'ai dit. Bon, précisez votre pensée, Élysée. Voilà, je n'ai pas dit que le fait de nommer la personne, c'est aller contre la cohésion sociale. Parce qu'il nomme pourquoi la motivation pour nommer quelqu'un. Voilà, c'est quoi les critères? Voilà la motivation sur laquelle on nomme quelqu'un. Est-ce qu'on nomme quelqu'un parce qu'on estime qu'il est originaire de cette région et comme on est dans la région, on le nomme? Ou bien on le nomme parce qu'il peut faire le travail, parce qu'il a des compétences. estime qu'il a la compétence et qu'il peut contribuer au développement de la zone dans laquelle on est. C'est de ça qu'il s'agit, c'est la motivation de la nomination qu'on critique. Sinon, c'est tout Ivoirien, dès l'instant qu'il est Ivoirien, il peut être nommé à des fonctions partout s'il a la compétence et exercer sur tout le territoire national, quel que soit là où il est. Aujourd'hui, les préfets, quand on envoie un préfet dans une région, on ne demande pas si tu es natif de cette région pour être préfet là-bas, pas du tout. Mais on estime que c'est parce que là où tu es, là, c'est la Côte d'Ivoire et que tu dois pouvoir apporter ton Alors, l'ex-président Laurent Gbagbo est à la tête du PPACI, qui est un nouveau parti, qui a beaucoup approuvé et a montré en termes de perspective et on s'attendait plutôt à des types de discours dans lesquels il serait force de proposition, dans lesquels il proposerait de nouvelles perspectives qui soient constructives. On est dans un contexte de dialogue, on est dans un contexte où aujourd'hui les gens n'ont pas envie d'être en train de critiquer le travail de l'un ou de l'autre, mais d'apporter des solutions nouvelles. Et aujourd'hui on retrouve dans ce discours... Pardonnez-moi, mais je pense que hier on recevait ici l'honorable Doumi qui disait le rôle de l'opposition ici c'est également de critiquer le... Oui, mais encore faut-il que les critiques soient constructives. Quand je critique... non, mais là on se retrouve... Oui, mais on se retrouve quand même avec un homme qui a été président de la République. Il le dit lui-même. Donc quand on a été président de la République, on ne fait pas que le procès de ce que les autres font mal ou de ce que les autres ne font pas. On fait aussi le procès de ce qu'on a fait et on est force de proposition avec de vraies propositions qui sont constructives et qui concernent tous les secteurs, notamment les secteurs les plus importants, les enjeux qu'ont la Côte d'Ivoire en ce moment. Très bien. Je reviens à vous parce que je crois que dans les informations et dans les propositions, je vais retrouver certainement la séquence. Mais il a également proposé Laurent Gbagbo un colloque. Je vais retrouver la séquence. Oui, justement, moi je voulais donc rebondir sur le colloque pour dire que certainement que André Bois, en plus de ce que Laurent Gbagbo a proposé clairement le colloque, peut-être qu'André Bois lit aussi dans l'esprit
donc, de Laurent Gbagbo. Parce que n'oublions pas que Laurent Gbagbo a souvent dit, dans beaucoup de ses discours, quand moi, Gbagbo, je parle, n'écoutez pas ce que je dis, écoutez ce que je n'ai pas dit. Gbagbo a déjà dit ça ici. Alors, ça veut dire que il peut avoir un discours, comme André Bois le dit, un discours qu'on ne devrait donc pas prendre au premier degré et qu'on devrait plutôt analyser sur le plan donc culturel. Ça, je veux dire, c'est pour sa défense. Cependant, personnellement, moi je partage l'avis de Rihanna, il y a tellement d'enjeux dans ce pays. Il y a tellement d'enjeux. Et quelqu'un s'amusait à me dire, il dit, mais Alassane Ouattara, mais il est le plus à l'aise au monde, le président le plus à l'aise au monde. Parce qu'il n'a pas d'opposition. Il n'a pas d'opposition qui part sur les thématiques qui intéressent les peuples. Il y a la cherté de la vie. Je vous parlais tout à l'heure du prix du pain. On a reçu le message. Alors qu'ils vont faire de nouvelles baguettes qui vont passer à 200 francs. On n'en parle pas. Je vous parlais à la décharge de Laurent Gbagbo, quand il était là-bas, il n'avait pas encore reçu le message. Je veux dire, mais au moins la cherté de la vie, ça, on en parle depuis un bon moment. Il y a la question du terrorisme. Un parti comme elle a bien mentionné, que le PPACI, qui est un parti panafricain, devrait aujourd'hui nous proposer des solutions. Quelqu'un m'a dit il y a 2 mois et que le PPACI venait de naître. Donc, il ne fallait pas encore mettre le pied dans le plat. Je lui ai dit, mais Laurent Gbagbo a géré ce pays. Mais Franck Etienne, voilà. Laurent Gbagbo, discours... vous êtes invité, vous, dans une famille, à aller manger le jour de la Tabaski. Ce n'est pas ce jour-là que vous allez parler, par exemple. Non, mais Laurent Gbagbo a été invité par le peuple à Jean. Il ne va pas parler de terrorisme là-bas. Brice, c'est peut-être pas le cadre. Brice, s'il vous plaît. J'ai dit que Laurent Gbagbo n'est pas un personnage, je veux dire, lambda. Chaque fois qu'il prend la parole, il devrait prendre la parole pour rassembler. Mais ce discours qu'il a tenu là, moi je retiens que c'est à la fois un discours politicien, mais c'est un discours démagogue. Franck Etienne, instaurons un échange là-dessus. Voilà. Moi je veux juste comprendre, en quoi est-ce que le fait de dire il y a des hatchants, en fait il nous prévient qu'il y a des ébriers qui peuvent être frustrés par l'urbanisation galopante et qui peuvent s'énerver. Donc regardons-les et surtout Brice nous le précise bien, il allait rendre visite à des gens et quand même, il évoque leurs problèmes, leur situation, leur supposée colère face à une urbanisation que parfois les gens ne maîtrisent pas. Donc, qu'est-ce qu'il propose? Et donc, je veux dire qu'on ne peut pas le soupçonner là d'opposer des communautés. Mais qu'est-ce qu'il propose? Ça avait été au nord où on occupait le territoire d'un certain nombre de groupes de population. Je pense que ce qu'il a dit aussi, ça cadre. Non, je suppose que quand il sera à Gagnoa, il va dire que l'urbanisation de Gagnoa a fait avaler des villages comme Babré, comme Guessio, comme Bayota, comme d'autres villages. Donc on va pas rester dans sa brise. Comment construire une ville? Comment construire une ville finalement? Comment construire une ville? Voilà. Est-ce que c'est aujourd'hui... Et puis regardez, quand je dis c'est un discours mais totalement démagogue, totalement idéologique. Totalement démagogue, totalement idéologique. Je prends un cas précis. Quand il finit de dire ça, que les Hachans ont été spoliés de leur terre, il finit par dire, c'est pour cela que moi, Laurent Gbagbo, j'ai nommé certains de vos fils. Mais sous lequel des gouvernements, aucun Hachan n'a été nommé. Sous lequel des gouvernements. Pourquoi on voit les choses comme ça? Sous Foué-Boigny, le maire d'Abidjan s'appelait Nkoumou Mobio. Sous Bédié, pareil. Et sous, comment on appelle ça, lui-même, Laurent Gbagbo, le gouverneur du district, c'était Amondi. Actuellement, le gouverneur du district, c'est Begremambé. Mais c'est toujours un Hachan. Ça veut dire que c'est un discours, comme je dis, c'est un discours totalement idéologique qui détourne des vraies réalités. Franck Etienne, vraiment, les Hachans, une fois qu'on a dit que le discours est démagogique, en voulant nous faire la démonstration, c'est pas parce qu'il dit qu'il a nommé des Hachans que ça veut dire que les autres ne l'ont pas fait. Il dit juste que lui, Laurent Gbagbo, dans sa compréhension, mais je viens. Mais pourquoi on peut comprendre ce discours-là? Pourquoi, de mon point de vue, on devrait le comprendre? Parce qu'il y a des moments où, les amis, sortons de l'hypocrisie. La géopolitique, ça compte. Ce sont des nominations. Et je pense qu'il y a des moments où on nomme aussi en fonction des régions pour que... Qui ne l'a pas fait? Le point de Franck Etienne, c'est que quand Laurent Gbagbo le dit, c'est comme s'il mettait en exergue quelque chose qui ne s'est pas fait. Moi, je veux juste poser une question. Est-ce que parce qu'on estime qu'il y a eu une urbanisation générale d'Abidjan, et puis ça même qu'on me prouve par A plus B même qu'on a été spolié, parce qu'aujourd'hui,
même les territoires qui ont été conquis ou qui ont été engagés ou bien qui ont été pris par le gouvernement comme domaine public ont fait l'œuvre de puge et continuent de faire l'œuvre de puge. Mais à des montants quand même dérisoires, M. Boloubeu. On fait l'œuvre de puge. Et puis il y a des terrains qui ont été vendus avec l'accord de ces personnes qui sont là. Mais moi, je dis, je laisse ça. Moi, je veux juste savoir, quand tu dis que tu vas mettre fin, comment on appelle ça, qu'il y a une libération, les gens sont spoliés et tout ça, en quoi qu'on me dise, en quoi le fait qu'on nomme quelqu'un peut arriver à résoudre ça? Est-ce que c'est parce que vous lui donnez des finances de la République pour qu'il puisse faire quelque chose? En quoi, je prends un exemple, en quoi est-ce que le fait, par exemple, de nommer un agent, soit directeur général d'une entreprise, va avoir un impact sur le fait que l'Ibérisation n'avance pas? En quoi? On va pouvoir répondre à la question quand même. Oui, je pose la question. Si je peux juste ajouter un petit truc, il le dit lui-même, il a nommé des fils d'ébriers. Mais rien n'a changé. On est encore en train de parler de ce problème. Donc ça veut dire que ça ne résout même pas ce problème. Bon. Et on n'a aucune solution nouvelle qui est apportée à part nommer des personnes. Est-ce qu'on nomme des personnes? Ce que je veux dire aussi, c'est une réalité, puisque je voulais parler de géopolitique. On est d'accord sur le fait que ce soit une réalité. Permettez-moi de citer Maître Abiba Touré, histoire de me mettre d'accord. L'urbanisation sauvage de la ville d'Abidjan a eu des conséquences sociales et environnementales graves. Cela est un fait et que le président Laurent Gbagbo a tenté d'expliquer sous un angle historique. Je peux apporter des éléments. Aujourd'hui, le peuple Atchan, c'est un peuple qui vit de quoi? Vit de la pêche et aussi de l'agriculture. Si on n'a pas enlevé la lagune, la lagune est encore là, mais comme justement l'urbanisation galopante va créer des éléments de pollution, on ne peut plus prendre nos poissons qu'on aime, déguster. On ne pourra pas le faire. L'attiéké qu'on doit chauffer, c'est des champs qui sont détruits pour construire des routes, pour faire des résidences. Là, on va dans un autre débat. Il y a une réalité. Là, c'est un autre débat. Attendez. Je peux vous avez parlé, donc je n'ai pas fini mon idée, mais c'est juste une seconde. Juste une seconde. Sur la question d'Élysée, parce qu'il faut que je réponde. On voit justement la photo de nos chers parents Atchan. Il est aussi souvent bon pour l'homme politique que les personnes qui travaillent dans l'exécutif soient aussi identifiées par les populations qui sont là. Parce que c'est un pouvoir de nomination. Tu ne réponds pas à ma question. Mais tu me poses la question, en quoi est-ce que le fait de nommer un fils Atchan, par exemple, c'est un exemple, a un impact? Oui, a un impact sur ça, c'est que les populations déjà se reconnaissent déjà dans ce dirigeant compétent, qu'il soit Atchan ou Baoulé ou Apollo. Je viens. Donc déjà, je réponds à ta question. Oui, c'est ce que je comprends. Moi, je veux réagir. Parce que là, André ne répond pas. Il veut répondre, mais il ne répond pas. Mais je réponds, mais non. Il dit il va répondre, il ne répond pas. Moi, je dis, ma question elle est précise. En quoi le fait qu'on nomme un agent a un impact sur l'urbanisation d'Abidjan? C'est ce que je veux savoir. En quoi est-ce que ça a un impact? Je ne finis pas de répondre. Est-ce que je peux répondre? Oui, vous avez posé une question. On va permettre André de répondre. On n'arrive même pas à répondre. Je vous ai parlé déjà que les populations s'identifient à ce dernier. Ça, c'est de 1. De 2, les réalités... La corrélation avec l'urbanisation. Il va terminer, Élisée, il va terminer. Mais de 2, ce dernier-là, quand il connaît les réalités socio-culturelles et territoriales de la région, je ne pense pas qu'il va vouloir, par exemple, construire une route qui peut quand même attenter à une forêt sacrée. Vous voyez, c'est ça aussi la connaissance des éléments culturels du territoire. Donc ça va permettre justement à ce dernier, quand il est gouverneur, de savoir que justement, il y a un certain nombre de choses qu'on ne devrait pas faire pour froisser quand même des populations qui sont millénaires depuis des zones et à qui, quand même, la collectivité nationale demande de céder une partie de leur territoire. Mais même si on veut aller dans ton argumentaire, si on veut aller dans ton argumentaire, c'est en ce sens que je parle de démagogie. Dans ce discours, je demande à André de me citer une seule fois une solution. Quand on a fini d'exposer ce problème-là, quelle est la solution? Non, moi, je ne suis pas à défendre. Je suis en train de donner ma compréhension de son discours. Oui, ça, c'est la compréhension. Mais à aucun moment, il y a une solution. Et ne serait-ce que même un début de solution. C'est pour ça que je parle de discours de démagogie. Allez-y. Et puis, terminez. Et puis, s'il te plaît, André, on est en 2022. En 2022, on ne va pas venir dire à des gens que non, quand les Blancs étaient là, ils ont, en construisant le pont Fouet-Boigny, ils vous ont chassé, en construisant le pont de Gaulle, ils ont déplacé. C'est à quel but? À Nono. Tout ça, c'est à quel but? Oui, mais c'est quand même quand on va aller à Dimokro, on va expliquer la même chose au Baoulé. Quand on va aller à Zopé, on va expliquer la même chose aux Atiers. Et puis après, on résout quel problème? Non, mais ça va amener l'État à prendre plus en compte des situations localisées. Élisée, je vous donne la parole parce que je vous ai pas dit. Élisée, parce que là, on a dit, mais à quelle fin finalement? Oui, mais c'est la question que je pose depuis qu'il n'y a pas de réponse. Moi, je pose une seule question. L'urbanisation d'Abidjan
quand on parle d'urbanisation, ça va avec tout ce que ça va avec. Aujourd'hui, Abidjan représente pratiquement 45 à 50%, voire 60% de l'économie ivoirienne. Abidjan, qu'on le veut, oui ou non. Quand on parle de l'économie ivoirienne, c'est les industries qui sont construites ici. C'est les usines qui sont ouvertes ici. C'est le port qui est ouvert ici. C'est les activités économiques qui aujourd'hui, sur lesquelles l'État peut se baser pour dire qu'il a une manne financière, pour dire qu'en tout cas, économiquement, il est posé, se trouve à Abidjan. Donc, on ne peut pas dire que tout ce qui a été fait à Abidjan a été de nature pour spolier. Parce que quand on ouvre une entreprise, quand on ouvre une usine, quand on ouvre le port, quand on ouvre des entreprises de cimenterie, en tout cas, toutes ces entreprises et tout ça, je ne pense pas que dans les critères de recrutement, on dit non. On va, comment dire, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Et ça rend service à tout le monde. Et je termine avec, par exemple, la question de l'identification d'une autorité ou bien d'une personnalité qui soit de chez nous. Mais Franck Etienne a tellement bien caricaturé tout à l'heure, aujourd'hui à Abidjan, depuis la gouvernance de Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui, qui a gouverné Abidjan en termes de gouverneur? Tous les chefs d'État qui sont succédés ont fait en sorte que ce soit des ébriers qui gouvernent Abidjan. Que ce soit les gouverneurs. Aujourd'hui, vous ne critiquez plus ça. Tout à l'heure, j'ai entendu que qu'est-ce que Gbagbo a dit. Gbagbo a rappelé une évidence, les amis. Je te prends justement à contre-mot. J'attends plus. Je permets à Rihanna de s'exprimer. Tout le monde. Oui, de façon très simple. Moi, je pars sur un fait qui est très simple. Pour moi, selon une logique, je n'ai jamais entendu, en tout cas, qu'ils se sont plaints de leurs propres conditions. Pourquoi aller réveiller un problème là où il n'y en a pas? Je veux dire, on a tellement de problèmes en Côte d'Ivoire. Je veux dire, ce même peuple-là a tellement de problèmes autres que celui d'être nommé ou ceci, cela. Les gens ont besoin de vivre, les gens ont besoin de manger. Être nommé, ce n'est pas ce qui va résoudre les problèmes des gens. Ok, on est nommé, et alors? En quoi est-ce que... Une toute petite. Elle termine d'abord. En quoi est-ce que nommer une personne des ébriers va améliorer leurs conditions? Une condition de laquelle ils ne se sont eux-mêmes pas plaints. Le jour où ils commenceront à se plaindre, ben on verra que c'est un réel problème. Le jour où eux-mêmes mettront le problème sur la table. Mais je veux dire, ça ne reste qu'un discours politique. On peut chercher le mal où on veut. Tout le monde a des problèmes. Non, même Brice, dans le sens de... même Brice, si on veut séduire Brice tout de suite là, on peut aller chercher un problème de Brice là-bas qui n'est même pas un problème fondamental et puis tâtonner dessus. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Voilà. Il aura le temps de regrouper nos réactions. Vous savez, soyons plus concrets. Laurent Gbagbo au pouvoir, mais Anono n'était pas bitumé. Comment il s'appelle? Songon n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Comment on appelle à côté d'Angré, là, le village. Bégerville, Léo, tout ça. Bégerville, tout ça. C'était pas ce que c'est aujourd'hui. N'était pas bitumé. Voilà, aujourd'hui, Alassane Ouattara arrive, c'est vrai, peut-être Alassane Ouattara n'a pas nommé, on va supposer qu'Alassane Ouattara n'a pas nommé d'Atchan, mais au moins, le développement est arrivé chez les Atchans. Donc je veux dire, ce que les Atchans attendent aujourd'hui, c'est que le développement arrive chez eux. Oui. Voilà. Ce n'est pas de s'attarder sur leur passé. Et je l'ai souvent dit dans les débats, j'ai dit, il faut qu'à un moment donné, on solde notre passé. Soldons le passé et avançons. Brice, vous qui êtes un adepte groupé, on ne va pas quand même permettre à Élysée de réagir. Je peux quand même réagir. Non, je n'ai pas. Non, la question c'est... Vous permettra de réagir en 30 secondes. En 30 secondes, faites-moi confiance en 30 secondes. Allez-y. Et commençons par Rihanna, qui nous dit non, que les Atchans ne se plaignent pas. Elle fait une erreur. Regardez, nous sommes en train de préparer un documentaire qui va arriver dans Il y a problème. C'est sur la forêt du Banco. La forêt du Banco, croyez-moi, moi j'adore la verdure, la forêt, ça c'est important, c'est le poumon économique, le poumon, vert de la ville d'Abidjan. Mais vous savez qu'il y a un conflit, justement, avec un village qui s'appelle Nwankwa-Kouté, qui est un village qui dit qu'eux, ils ont besoin de leur parcelle de terre. Vous comprenez? Ce que je veux dire, c'est que l'urbanisation, ne faisons pas comme si ça ne pose pas problème aux gens qui sont originellement là. Forcément, ils sont aussi des Ivoiriens, ils ne vont pas crier sur tous les toits, mais ils sont là, la justice. Face à l'OIPR, etc. Donc, ils ont convoqué l'État. Donc, sur ce cas, il y a un conflit. Non, j'ai pris un exemple pour vous montrer. Et c'est légion. Et ce qui a été fait. Non, c'est légion sur d'autres domaines. Et là où ils ont accepté. Maintenant, là où on n'est pas là pour dire qu'Alassane Ouattara a fait mieux ou moins bien. Non, je ne dis pas ceci. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je ne dis pas ça comme ça. Moi, Laurent Gbagbo, j'ai plein de choses à lui reprocher. On le sait. Mais je pense que là, on lui cherche la petite bête. Le discours me semble être un discours de rappeler une situation d'évidence. On n'a pas à lui chercher la petite bête. Mais justement, c'est ce qu'on appelle la démagogie. On analyse un discours. C'est ça qu'on appelle la démagogie, justement. Une situation d'évidence. Voilà, on rappelle une situation d'évidence sans autre solution. Parce que, en fait, c'est ça. S'il y avait des solutions concrètes qui sont constructives, encore on comprendrait que ce sont des promesses parce que si on reste comme ça risque de ne pas donner la réalité du terrain aux téléspectateurs. Ce que nous sommes
sommes en train de, ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train de dire. On termine avec ça. Oui, le fait que le président Laurent Gbagbo rappelle que l'urbanisation, d'une manière ou d'une autre, a impacté la vie des Hachans, c'est un constat qu'il établit. Ce constat, n'importe qui de nous ici l'établit. Mais quand on quitte là et qu'on dit que c'est pour cela, moi, à mon époque, j'ai nommé des fils Hachans. Oui, j'ai fait comme Fouette, j'ai fait comme les autres. Mais je veux finir. André. On a dit on n'interrompt pas. Ok, d'accord. Autant pour moi. Voilà. Donc, que j'ai nommé des fils et autres, tout ça, pour pouvoir résoudre la question, c'est là que nous on dit non. Aujourd'hui, là, au stade où on est arrivé, on réfléchit ou on parle en termes de nation. C'est-à-dire, moi, Élysée, pour que le développement ou bien l'amélioration des conditions de vie de Songon, l'amélioration des conditions de vie de Anono et autres, tout ça, ça m'impacte d'une manière ou d'une autre, quoique je ne sois pas Hachan. C'est une réalité, parce que c'est dans cette sphère géographique que moi-même je vis. Donc, on ne peut pas caricaturer et fermer ça de cette manière. C'est pourquoi nous on dit non, ce n'est pas normal. Sinon, le fait d'établir pour dire non que, bon, mais ça on tous en voit. Mais en même temps qu'on dit que ça crée un préjudice, en même temps aussi, on ne doit pas perdre de vue que ça crée des avantages. Parce que Étienne l'a évoqué, mais au-delà de ce qu'Étienne a évoqué, les activités économiques, aujourd'hui, Abidjan, le poumon économique de la Côte d'Ivoire, ça nous tous on est d'accord, on est unanime là-dessus. Et qui sont ceux qui sont les premiers bénéficiaires? Qui sont? C'est les habitants d'Abidjan, tout le monde y compris. S'il vous plaît, il nous faut, à un moment donné, disons à nos politiciens, il nous faut solder notre passé. Ce qui s'est passé est passé. Allons de l'avant. Nous sommes en 2022. Oui. Le petit Hachan qui a 10 ans, qui a 15 ans, n'attend pas qu'on lui dise qu'on a spolié ses pères de terre. C'est pas ça qu'il attend. Il attend qu'on lui dise comment il ira à l'école demain, comment les classes seront moins bondées, parce qu'aujourd'hui, vous avez des classes où il y a 100 élèves dans une classe. Comment on arrive donc à circuler à Abidjan sans les embouteillages monstres qu'on connaît? Comment on arrive à fabriquer de nouvelles villes? Jusqu'aujourd'hui, aucun politicien ne propose de nouvelles villes. Si vous fabriquez ça sur la frustration des populations, ça va créer des conflits communautaires. Mais c'est ça qu'il faut aussi mettre en avant. Mais les frustrations sont évidentes. Tu disposes de quoi pour qu'il y a la frustration? Messieurs, je dis, si vous construisez votre ville sur la base de frustration, il y a un si qui est gros comme ça, c'est un S et un I. Je suis d'accord, mais c'est pas le cas. Parce qu'on a dû parler d'un cas spécifique. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que qu'ils sont frustrés? Bien sûr, il y a des cas. C'est sûr tous les deux, messieurs, mais on vous a bien noté. C'est sûr que le débat est très houleux. Moi, je vous envoie la pub et on va se calmer. C'est plus calme, c'est plus descendu. Retour sur le plateau du Live Talk en compagnie d'André Bois et son fameux SI, en compagnie d'Élysée Bolougbe, fondamentalement présent. Et puis Franck Etienne, je vous rappelle, fondateur ce soir, on l'a dit depuis quelques mois, du site adjoa.net. Rien à assis pour apporter donc de temps en temps quand même une petite note de douceur quand même quand il faut. Mais pas que, de temps en temps, c'est d'ailleurs pourquoi on vous rappelle le petit surnom qui est la petite fourmi. Bon, on parle un tout petit peu, messieurs, d'autre chose. Et madame, on parle de la FIF, de la fameuse Casa de la FIF. Nouvel épisode, Élysée Bolougbe, je me tourne vers vous pour dire qu'il y a une date. Oui, est-ce qu'on est en train de sortir de ce processus? On ne peut pas de go le dire, mais déjà on a une date. Il faut dire déjà que l'Assemblée générale devait se faire dans ce mois de mars. Tous les clubs s'étaient convenus là-dessus avec le comité de normalisation. Quant à la grande surprise générale, on a reçu un courrier venant de la FIF qui a fait injonction, de la FIFA, qui a fait injonction de ce qu'il fallait refaire une assemblée générale et revoir les tests, notamment sur les conditions d'éligibilité. C'est vrai que ça n'a pas été accueilli de la bonne manière par la plupart des clubs qui estimaient à ce moment-là avoir été un peu infantilisés, parce qu'après une AG, ils ont adopté quelque chose que la FIFA vienne encore dire que ce n'est pas ce qu'il faut. Mais après quelques négociations, après des médiations, notamment de l'ancien président de la FIF aussi, Jacques Anouma, qui est aujourd'hui conseiller au niveau de la CAF, les présidents du club ont, je dirais en quelque sorte, ravalé un peu la couleuvre et donc ont décidé d'accepter la proposition d'aller à une nouvelle AG qui est prévue pour le 23 avril. Et à le 5 d'abord, le 5 avril. Le 5 d'abord, voilà, pour revoir pour revoir les tests, et puis le 23 pour l'Assemblée générale élective. Donc on espère pour cette fois, effectivement, qu'on arrive vraiment à cette élection-là, qui n'a que trop duré. Qu'est-ce qui s'est passé, Franck et André? L'un d'entre vous peut-être prendra la parole. Qu'est-ce qui s'est passé entre le courrier de la FIFA et la date d'élection?
qui sort maintenant? Non, ce qui s'est passé, c'est que le CONOR a donc convoqué certains doyens des présidents du club pour discuter avec eux. Et puis après, il y a eu donc la médiation aussi de Jacques Anoma entre les candidats. Et donc, finalement, ils ont accepté donc, de revoir à la baisse donc, le nombre de parrainages et surtout de sauter la clause qui permettait qu'on catégorise donc, les parrainages. Donc aujourd'hui, c'est libre. C'est vrai qu'en même temps, la FIFA parlait de 4 parrainages. Et au sorti donc de la réunion, la nouvelle proposition, en tout cas, on ne sait pas si c'est le CONOR qui a fait cette proposition ou donc les doyens qu'il a pu rencontrer, mais on parle désormais de 5 parrainages. Donc c'est avec cette nouvelle mouture donc, de l'article 47 que les différents protagonistes iront à l'AG du 5 avril. C'est vrai que déjà, lors de la première date qui avait été fixée pour les élections, je faisais partie des pessimistes en la matière et finalement l'histoire m'a donné raison. Mais cette fois, je pense que quand on écoute les discours des uns et des autres qui disent que pour une fois il faut qu'on aille aux élections, ils sont tous, je vais dire, unanimes de ce qu'il faut aller aux élections. Il y a certains même qui sont prêts, en tout cas je lisais ça aujourd'hui, qui sont prêts à même balayer la question même des parrainages carrément pour aller aux élections, pour laisser les élections totalement ouvertes à tout le monde. Et moi, je pense que quand on est dans cette disposition d'esprit-là, le 23, la date du 23, date donc des élections, peut être tenue. Voilà, peut être tenue. Mais bon, on va attendre peut-être le 5. Parce que quelqu'un a dit aussi qu'il reste encore des pièges dans le texte. Et il souhaiterait, par exemple, que ces textes-là partent d'abord à la FIFA avant de revenir le 5 avril pour la dernière AG. Selon vous, il y a rétropédalage, il y a manœuvre? Oui, non. En fait, moi, nous tous, ça c'est le point où nous tous on est d'accord, c'est-à-dire que finalement tout le monde est excédé, on se dit, bon, enfin, il faut qu'il y ait les élections et puis bon, voilà, on s'en va, on fait autre chose. Mais tout ça quand même se fait dans un esprit qui n'honore aucun des candidats parce que je trouve que on commence par, parce qu'on va passer un acharnement sur Didier Drogba, mais je commence par lui. Didier Drogba qui a dénoncé ce qu'ils ont appelé les rouages, et lui-même devenu un maître du rouage. Nous tous on assiste à ça. Enfin, finalement, on va appeler la FIFA à la rescousse quand l'Assemblée générale des clubs va prendre une mesure qui nous contrarie. Les autres vont aussi user de méthodes un peu déloyales pour pas que le candidat qui est en face d'eux, en l'occurrence Didier Drogba, va pouvoir avoir des voix. Donc aujourd'hui, tout le monde se dit, bon, tout ça, laissons les rouages, laissons les parrains qui s'appellent CAF ou machin, allons-y aux élections et on va pouvoir sortir de ça. Mais au final, c'est bien dommage tout ça parce qu'on ne respecte pas nos propres règles et c'est ça qui est quand même très frustrant de voir qu'à ce stade-là, on est obligé d'être infantilisé à ce point. Et lui, il a dit, quelqu'un a dit, il y a peut-être des pièges. Chacun peut même sortir un article où on dit pour être candidat, il faut être ivoirien. Quelqu'un va penser que c'est un piège. C'est un moment, voilà, ça devient vraiment ridicule. Les clubs, tu l'as souvent rappelé ici, il y a 81 votants et c'est eux qui décident de ce qu'il faut faire pour le truc. Et c'est tout, ça doit être entériné et on avance. Mais finalement, maintenant, on va laisser tout, c'est la FIFA qui va tout nous dire jusqu'à ce qu'on aille au bout. On est non, mais là où je ne suis pas totalement, je te suis pas totalement, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on va laisser la FIFA parler comme si on était résigné. Non, mais c'est par dépit, effectivement. Quand on entend André parler, c'est pas vraiment par dépit. On ne peut pas parler par dépit ni par résignation. Pourquoi? Parce que déjà dans les textes, même les textes adoptés, il y a des articles qui mettent la FIFA, mais au-dessus non seulement des textes et de la fédération. Et on a dit que, je ne connais pas exactement le numéro de l'article, mais qui dit qu'à tout moment, la FIFA peut intervenir dans le processus. Donc je veux dire, l'intervention de la FIFA, c'est une intervention normale. Et c'est pour ça que justement, je ne comprends pas qu'on lit l'intervention de la FIFA et de la CAF à Didier Drogba, comme tout à l'heure il a insinué, en parlant de Didier Drogba devenu maître dans les rouages. Moi, je veux qu'on cite sur ce plateau, je veux vraiment qu'on cite un seul exemple où Didier est intervenu et a fait modifier une ou deux choses. Mais les exemples sont légion. Et que ce qu'il a dit est venu de la FIFA. Oui, bien sûr, les exemples sont légion. Oui, mais je veux un seul. Je donne un seul peut-être qui est plus loin, qui va nous situer tous. Oui.
quand la candidature de Didier Drogba a été rejetée, parce que manifestement, il n'avait pas les parrainages au tout début de cette élection, ben, il a fait recours à la FIFA. Ça, c'est un exemple qui est patent. Mais là, c'est pas Didier qui fait recours à la mais FIFA. je vous laisse cet exemple. D'accord. Je vous laisse cet exemple. J'en prends un autre. Non, c'est pas Didier qui fait recours. Déjà, non, laisse cet exemple, il en prend un autre. Le premier exemple, c'est pas Didier qui fait recours à la FIFA. C'est qui? Voilà, c'est la FIFA elle-même qui fait recours à la FIFA quand les élections sont bloquées. C'est pas Didier qui fait. Non, faut revoir l'histoire. C'est-à-dire que. Bon, laissons ça. Vous avez un autre exemple, André? Vous avez un autre exemple, André? Vous avez encore que c'est pas Didier. C'est la FIFA qui écrit à la FIFA. Ce report-là, s'il te plaît. Le pronom est venu parce que la FIFA a écrit à la FIFA. Non, pas du tout, mais repartons. Ce report-là, auquel nous venons d'assister, il a lieu pourquoi? Il a lieu parce que les élections étaient censées avoir lieu là, le 26 ou le 25, je ne sais plus. Oui. Ça aurait dû avoir lieu le 25. Oui. Pourquoi ça n'a pas lieu? Parce que les candidats qui ont été appelés à déposer leur candidature, il y a un des candidats, vraiment, suis mon regard, j'espère que tu ne vas pas le voir, a dit à la FIFA qu'il ne peut pas réunir selon... Non, je viens. Tu n'en as pas les preuves. Bien sûr que tu si. Tu n'en as pas les preuves bien sûr que si. Non, parce que le courrier de la FIFA est très clair. Oui, le courrier de la FIFA dit, quand vous finissez votre assemblée générale et que vous m'envoyez les tests, je me rends compte qu'il y a une des directives que je vous ai demandé de suivre. C'est pas ce que le courrier dit, on va le lire. Et que vous n'avez pas suivi. Non, pas du tout. Voilà ce que la vous retrouviez le courrier, André. J'ai juste paraphrasé. Élisée intervient pendant que André retrouve le courrier. Dites-moi, Élisée. Ok, moi, comme on le constate sur le plateau, hein, ça montre déjà que le foot déchaîne des passions. Mais pour moi, il y a une chose, à mon sens, qui doit quand même caractériser la FIFA. La FIFA doit avoir l'honnêteté et l'humilité de s'excuser auprès des Ivoiriens. Pour la simple et unique raison. Oui, j'explique. Pour la simple et unique raison, vous avez mis un Conor à qui vous avez donné un cahier de charges, qu'il a exécuté. Pour ceux qui étaient à l'Assemblée générale, où il y a eu l'adoption de ces tests, il y avait un représentant de la FIFA à qui même il a été demandé est-ce que tout ce qu'on vient de faire, c'est fait dans les règles de l'art, conformément à la FIFA. Il n'y a eu aucune opposition. Ils ont même demandé est-ce qu'il y avait une disposition qui était contraire à ce que la FIFA disait. On a dit non, qu'il n'y a aucune disposition. Ils finissent d'adopter un test. Quelques heures ou quelques jours plus tard, la FIFA produit un courrier. On l'avait même déposé. Et le courrier, ce qui me choque en fait dans le courrier, c'est que la FIFA dit sur la base de certaines rumeurs. C'est ce que je cherche. Sur la base de certaines rumeurs. Mais ce n'est pas possible. Ouais. Donc vous, sur la base de rumeurs, vous prenez une décision. Mais vous montrez quelque part qu'il y a une certaine légèreté, quelque chose qui n'est pas normal. Ça, c'est déjà un. Donc je me dis, je viens, pardon, Brice. Je dis aujourd'hui, moi je pense que les acteurs du foot ivoirien ont compris que on ne va pas poursuivre notre division pour faire plaisir à la FIFA. Oui. Par dépit, acceptons d'aller aux élections. Quelqu'un sortira vainqueur. Quand ça va finir là, voici quand quelqu'un sera vainqueur, la FIFA viendra dire non, tu n'as pas droit à être vainqueur parce qu'il faut qu'on refasse les élections. Donc, mais justement, et Rayana ne s'est pas encore exprimé. Ouais, non, totalement, quand on regarde tout ça, on voit bien que quel que soit à qui est la faute, il y a quelque chose qui a toujours cloché. Et on l'avait déploré sur ce plateau dans le déroulé même en fait, des différentes circonstances. Moi, ce que je veux qu'on retienne, c'est que quand même, le football, c'est un enjeu important. C'est encore ce qui nous reste, en tout cas, de passion, de ferveur, de rassemblement, etc. Et il faut vraiment garder ce truc sacré. Donc, il faut vraiment qu'on suive ce chronogramme. On va être comme Élisée, on va être super optimiste. On va regarder jusqu'à la fin. Et comme il le dit, à un moment, ça va finir. On aura un président. Et là, maintenant, on pourra reprendre les choses en main. Mais on espère vraiment qu'on reprendra réellement les choses en main. Ce que vous dénoncez, Élisée, hein, je reviens à vous tout à l'heure, ce que vous dénoncez là en ce moment, c'est une forme d'ingérence, une forme de trop grande présence de la FIFA. Mais ce sont les tests. Non, mais peu importe. Non, moi, c'est même pas trop grande présence. Moi, ce que je dénonce... Ils ont dû intervenir dans tous les cas. Ce que je dénonce, c'est un manque de transparence de la FIFA. Sinon, c'est normal que la FIFA s'implique. Bien sûr. Dès l'instant qu'il y a un Conor, c'est normal que la FIFA s'intéresse. C'est pour ça qu'il fallait dire... Mais c'est un manque de transparence de la FIFA. Nous tous... Je finis. Élisée termine, vous aurez la parole ensuite. Nous tous... Élisée terminé. Voilà, donc je disais que ce qu'on dénonce, c'est pas le fait que la FIFA s'ingère. Parce que dès l'instant qu'il y a un Conor, ça veut dire que la FIFA... De façon naturelle est tout en présence. Ça, c'est clair. Mais seulement, c'est la question de la transparence. C'est bien noté. Voilà qu'on fustige. C'est bien noté. Franck. Tous, nous avons été surpris de la réaction de la FIFA.
Voilà, tous nous avons été surpris. Ça dit que, comme Élysée l'a bien planté, la FIFA était présente dans la salle. Un représentant de la FIFA était là. Donc nous tous, on est surpris par ce qui s'est passé. Mais en même temps, moi je dis souvent aux gens, il ne faut pas qu'on oublie aussi tout le processus. Il ne faut pas qu'on oublie tout le processus. À un moment donné, attends, les gens sont venus déposer leur candidature normalement. Quand l'autre était vivant, encore vivant, le président. Sidi Diallo. Sidi Diallo était encore vivant. Mais les gens ont déposé, il y a eu un comité électoral. Mais le comité électoral, normalement, il travaille à huis clos. Quand il finit, il proclame la liste des candidats et puis on va aux élections. Mais ce comité électoral a été bloqué dans son élan. Non, Franck, il a été bloqué dans son élan. Et celui qui a bloqué ce comité-là, c'est à lui on doit demander des comptes par rapport à tout ce qui arrive dans notre football aujourd'hui. Là, on ne revient plus dessus. Non, on ne revient plus dessus. Très bien. On revient plus Maintenant que vous voulez forcément... André réagit juste après. Vous voulez forcément qu'on dépasse ça. Quand vous décidez qu'on dépasse ça, alors ne citez pas un candidat comme Didier Drogba, ne le citez plus maintenant dans ce qui arrive. Parce que ce qui arrive est maintenant de l'ordre normal des choses. Non, vous avez demandé à la FIFA précision, quelques minutes. La FIFA est là. Une fois qu'on a Merci Franck. compris l'avis de Franck et tient là-dessus, la réalité c'est qu'il y a 3 candidats. Oui. Et Non, il y en a 7. Non, là, les 3 Il y a candidats 7 principaux. et choses, comment on appelle, intention de candidature. Ils sont 7, reconnaissez Sept intentions de candidature. Ils sont 7, mais vous parlez de 3. Voilà. Non, ils sont plus même, si vous voulez. Voilà. C'est ça la question. C'est que les 3 principaux candidats, je veux dire, les 3 principaux candidats sont engagés justement dans une quête de parrainage. Et justement, lors du premier round, là, les autres candidats que vous citez, etc., ils n'avaient pas obtenu leur parrainage, ils avaient été écartés. Donc, ceux qui avaient obtenu et qui étaient susceptibles d'être candidats... C'était les 3. Voilà, donc c'est ça que je veux vous dire. Donc, vous comprenez mon idée. Donc, à partir de la là, les réalité, élections... oui, bien sûr. La réalité aujourd'hui, c'est que chaque fois qu'il y a une règle qui dessert un des candidats, je accorde que ce soit normal qu'il se plaigne. C'est pas ce que je veux dire. Puisque ça me dessert. Donc, je ne sais pas pourquoi on se cache. Ce n'est pas une attaque. Moi, je pense que c'est normal. Drogba a besoin, il veut être candidat et il a raison. Sauf qu'il a trouvé que les mesures étaient antidémocratiques. Et la FIFA... Moi, je cherche une seule trace la FIFA où Drogba a dit compris, que les mesures sont antidémocratiques. Parce que vous ne pouvez jamais me démontrer non plus que, parce que si l'autre... L'intelligence de la FIFA. L'une des personnalités a fait des rouages. Vous savez, il y a des choses qui se passent. Non, moi, je ne veux pas employer ce mot. Je veux dire qu'on me dise à quel moment Drogba Didier a ouvert la bouche pour dire que ces élections-là, vraiment... Mais Franck, en tant que journaliste, il faut que quelqu'un ouvre sa bouche pour que vous en veniez. On est d'accord que ça va être chaud. Voilà, moi je pense que le débat, comme je le disais tout à l'heure, le débat n'est plus à Didier a dit. C'est ça, le débat c'est aux élections. Voilà, qui a dit. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'acharnement. Voilà, aujourd'hui, l'ensemble des acteurs semblent s'être mis d'accord sur la nécessité de tourner la page du comité de normalisation. Et cela passe par les élections. Et les élections, c'est le 23. Très bien. Donc, on attend de voir le 23. Maintenant, d'ici le 23, celui qui viendra nous dire encore, ou bien si la FIFA vient dire encore que non, on doit reporter. Maintenant, nous tous, on va maintenant aviser. Très bien. Merci, Élysée. Ça va faire office de conclusion. On rappelle que la Côte d'Ivoire joue demain contre la France. Oui, ça, c'est... Voilà, ça, c'est... Au Vélodrome. Au Vélodrome, on va accompagner les éléphants de Côte d'Ivoire face aux autres. On peut pronostiquer. Voilà, pronostic 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Très bien. Je crois qu'on a le temps d'aller à la pub. Oui. Non, on enchaîne avec le Mali. Bon, voilà. C'était très houleux concernant le foot. Mais c'est toujours ça, cette passion que ça déchaîne. C'est important. Juste avant la fin de l'émission, je vous rappelle qu'on aura un petit point très hilarant en compagnie de monsieur Agalawal. Donc ne bougez surtout pas. On va rigoler à la fin quand même. C'est très tendu, mais bon, rassurez-vous, ça va être détendu à la fin. Est-ce qu'on est en train de sortir de la crise au Mali, Élysée? Je pense qu'il y a des intentions. Maintenant, si on est en train de sortir, je ne sais pas exactement, mais il y a des intentions. Pourquoi j'explique qu'il y a des intentions? Parce que pour ceux qui le savent, quand il a été question pour la junte de faire des propositions de transition, la junte était allée sur pratiquement 6 ans et demi, en tenant compte de ces 1 an et demi qu'il avait déjà fait. Donc sur 5 ans, mais c'est que la CEDEAO avait dit pas niet. La CEDEAO avait dit niet, et après des échanges, après des discussions, aujourd'hui, la junte est dans une disposition de faire 2 ans. Mais la CEDEAO dit non, qu'elle ne peut accorder que 12 mois. Et il y a un sommet extraordinaire qui aura lieu le 5 bientôt. Demain? Pardon, demain, le 25, demain, demain le 25 au Ghana. Et à ce sommet-là, certainement qu'on aura une idée claire
du temps de durée. Vous dites qu'on aura une idée claire, mais bon, je crois que... J'espère qu'on aura une idée claire. Je sais, je reviendrai. Oui, on aura peut-être une idée claire, mais ASMI, visiblement, a produit un communiqué. Pour dire qu'il n'irait pas. Pour dire qu'il n'ira pas, mais il ferait partie, donc, une délégation. Mais comprenez aussi que les positions ne pouvaient pas être tenables jusqu'à un certain point quand même. Hein. Ni la CEDEAO, ni le Mali, personne ne pouvait tenir jusqu'à un certain point. Ce bras de fer, les forces vont se terminer sur la table de négociation. Forcément sur la table de négociation, parce qu'il y a tellement d'enjeux, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui l'enjeu géostratégique, c'est-à-dire que la question donc, de la sécurité, et le Mali est un poumon aujourd'hui, je veux dire, par rapport à la CEDEAO en termes sécuritaires, si les djihadistes réussissent, donc je veux dire, à pénétrer le Mali, c'est toute la sous-région mais la vraie question à se poser, Franck-André, Élisée et Rayana, la jeune passe de 5 ou 6 ans à 2 ans. La CEDEAO dit niet. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette position qu'on peut estimer rigide de la CEDEAO? Elle est en train de se dire, on est en train d'avoir quelqu'un, il faut aller jusqu'au bout, il est déjà incliné. Non, en même temps, ce n'est pas une question d'avoir quelqu'un, puisque bon, moi, je tiens toujours à mon principe de base, ils n'ont pas été élus. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est élu qu'on est en train de pousser à la sortie. Donc voilà, ils n'ont pas été élus. Je pense qu'ils pensent qu'ils sont venus, enfin, ils ont annoncé qu'ils viennent faire une action salvatrice. Et je pense qu'eux-mêmes devraient donner quand même un calendrier assez raisonnable au retour. Vous estimez que 2 ans, ce n'est pas raisonnable? Non, 2 ans, non. Je dis, je ne peux pas prononcer sur les 2 ans. Je dis juste qu'ils doivent donner un calendrier raisonnable. Mais jusque-là, la CEDEAO n'acceptait pas. Et là, je pense qu'il y a une évolution. On ne peut pas reprocher à la CEDEAO de n'avoir pas évolué, puisqu'ils sont maintenant invités justement à une conférence de chefs d'État et qui me semble être quand même le cadre approprié pour parler du Mali. Et moi, je pense que, de vous d'entendre dire que la CEDEAO du moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est le dirigeant malien qui a pris le peuple en otage, qui n'a aucune pitié pour les Maliens. Parce que pourquoi lui va se mettre en position de rigidité alors qu'il n'est pas confronté à des problèmes de crise à la frontière, les gens qui ont leur camion ne peuvent pas passer, etc. Donc moi, je pense qu'à un moment, il faut aussi qu'il baisse justement, et qu'il parle avec les chefs d'État pour qu'on évolue. Mais il a également fait preuve Mais en même temps, il faut rappeler qu'aujourd'hui même, je pense qu'aujourd'hui même, les sanctions de l'UEMOA sont suspendues. Voilà, donc je pense que ça va donner quand même une bouffée d'air de ce côté-là. Rayana. Oui, ça se base... C'est un peu comme dans les prises d'otages. À un moment donné, il libère quelques otages pour démontrer aussi qu'il fait preuve de bonne foi. Quand on avait eu ce débat sur ce plateau, moi j'avais dit, qu'est-ce qui justifie les 6 ans et demi? Et là, on a vraiment la preuve qu'il n'y avait rien, fondamentalement, comme dirait Élisée, qui justifiait ces 6 ans et demi. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de revenir aux 12 mois et qu'on en sorte et qu'on parte à un Mali qui fonctionne normalement? Qu'est-ce qui empêche ça? Ils ont besoin de 2 ans pour Mais quel est ce calendrier qui le justifie? justifie? Et tu m'avais répondu la même chose, ils estiment qu'ils ont besoin de 6 ans. Bon, donc ce qu'ils voulaient faire en 6 ans, ils peuvent finalement le faire en 2 ans, mais qu'ils le fassent en 2 mois et qu'on en finisse avec cette histoire. Même s'ils ne veulent pas le faire en 12 mois, mais il se trouve qu'ils ont déjà tapé combien de mois? 2 ans. Ils ont déjà tapé 2 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, ils ont déjà tapé 2 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand quelqu'un fait 2 ans avec des résultats mirobolants, on dit oh, laissez-moi encore 2 ans. Moi, je me demande. Non, ils n'auraient pas pu faire aussi des résultats dans ces conditions-là. Dans des conditions de sanctions, dans des conditions de pression. Les sanctions sont arrivées. Non, mais il y avait quand même. Mais ce n'était pas nécessaire. Bon, elle termine. Voilà, parce que je me demande depuis. Voilà. Donc, je me demande s'ils ont un réel calendrier qui est réaliste, un vrai chronogramme, qui vont vraiment suivre. Parce que s'ils sont là depuis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils auraient pu commencer certaines actions quand même. Bon, alors, si vous on voit qu'ils travaillent. Ben, vous leur donnez 12 mois, ils disent, nous en 12 mois, vous nous demandez quelque chose d'assez difficile. Ce sont les 12 travaux Oui, mais ils ont passé combien de temps à négocier déjà? Voilà, moi je voudrais, oui, ce que je vais dire, je voudrais déjà qu'on retienne une chose, et je pense que les autorités maliennes ont commencé à le comprendre. Vous savez, on est dans un monde, et le monde, c'est un monde où les uns et les autres sont imbriqués les uns dans les autres. On est dans des organisations sous-régionales. Tu ne peux pas vivre en autarcie. Tu as beau être celui que tu es, tu ne peux pas vivre en autarcie. Aujourd'hui, l'exemple de la question de la crise ukrainienne et la Russie nous montre aujourd'hui la nécessité de vraiment avoir des pôles, de vraiment avoir des soutiens. Donc, moi, je termine là-dessus. Je vais dire que les autorités maliennes ont compris qu'elles ne pouvaient pas faire front en tout cas sur du long terme avec la CEDEAO. Parce que déjà, de même que la CEDEAO aussi a compris. Ça c'est bien compris. Elle tisse ses ressources de la CEDEAO, d'une bonne partie de la CEDEAO. Mais c'est bien compris. Allez-y à votre chute. Allez-y à votre chute. Et donc cette... Bon, ok. Allez-y à votre chute. Allez-y à votre chute. Parce que là, j'ai besoin d'aller à la pub. Votre chute, c'est qu'il y a un vrai besoin de discuter. Je pense que, non, ma chute, c'est que c'est déjà très bien que les différentes parties
comprennent qu'il y a nécessité de se rapprocher, de discuter. Je pense que le sommet d'Accra permettra d'aboutir à des conclusions qui seront avantageuses et pour la junte malienne et pour la CEDEAO. Très bien, Élisée. On va à la pub. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk. Et si je suis dans cette position, c'est qu'il y a une bonne raison pour utiliser une phrase du célèbre John Jay et il y a problème. Non, plutôt qu'il y a une bonne nouvelle. Nous recevons sur ce plateau. Désormais, les jeudis, donc vous aurez cette petite note-là. Vous l'aviez déjà avec Mike Danon. Mais bon, moi, je suis très heureux ce soir d'accueillir l'ambassadeur Aga Lawal, s'il vous plaît. On applaudit pour lui, ouais. Et quand même. Ambassadeur Aga Lawal, bonsoir, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Je suis très content d'être sur ce plateau. Mais exactement, parce qu'on s'est dit, bon, on parle politique et tout ça, donc recevons un ambassadeur. Ah bon, vous parlez de politique ici? Oui. Sinon, nous, on rit à la télé quand on regarde, nous, peut-être c'est comédie vous faites ici. Tout ce que les gens disent ici, les grands débats, ça vous fait rire. Oh non, mais vraiment, ça, c'est les one-man show vous faites sur vos plateaux ici, et chacun a son créneau. Nous, on est contents. Donc, chaque jour, quand vous faites l'émission, nous, on allume. On dit, ah, il y a un show de comédie. Là, par exemple, la dame, elle parle, elle aussi vous fait rire. Ah non, mais ça, chacun a son show. C'est votre meilleure stand-upeuse. Tu viens, on va te programmer au Palais de la Culture. André Bois, par exemple. Lui, en fait, il est bien pour camper les bons rôles, quoi. Parce que de temps en temps, toi, tu ne peux pas faire un solo, toi seul. Tu viens et puis on va créer une scène de théâtre pour te mettre dedans. Élisée Boulugbe, là, c'est notre virevoltant. Ah non, mais pourtant, je pense que c'est un nouveau. Hein. Oui. Il a besoin d'être coaché, quoi. Ah bon, si tu vois un peu. On voit les vrais comédiens et puis ils vont le coacher. Franck Etienne, il est journaliste, lui aussi. Ah bon? Oui. Donc c'est du journalisme tu fais? Ah non, on ne savait pas. Nous on pensait que non, c'est les béabas du théâtre. Il y a des sujets importants ici qu'on débat. Par exemple, on a débattu de la question de Laurent Gbagbo qui allait rencontrer les Hachans. Ah bon? Oui, Laurent Gbagbo. Par exemple, là, ça vous inspire. Hein? Ouais. Qui ça? Laurent Gbagbo. Des palais? Oui. Non, je contourne le caillou. On ne sait jamais, on peut vous donner une enveloppe après. On sait. C'est que si... Bon, tu vois, quand j'ai vu Miss de Côte d'Ivoire au mondial, là, ben vraiment, j'étais là, j'ai dit, ah, Ukraine a même là, fait là, hein? Et puis c'est là, j'étais net. Et puis je me suis dit, non, il faut que je retourne au Congo, parce que vraiment... Tu parlais de qui, là? Ah, d'accord, ok. Bon, il y a un autre sujet. Je sais que là, par contre, vous n'avez pas contourné le caillou. C'est la FIF. On est ivoirien, on aime le foot. Donc là, il y a des élections à la FIF. Oui. Ça doit vous inspirer aussi? C'est quel FIF d'abord? Parce qu'il y a deux types de FIF en Côte d'Ivoire. Il y a une seule FIF. Ah bon? Pourquoi vous dites qu'il y a deux types de FIF à Gala? Ah, mais ça dépend de où on est. Il y a FIF et puis il y a FIF. Il y a FIF, Fédération Ivoirienne de Football. Ah, mais c'est que nous, on nous a mal renseigné. Nous, on pensait que c'était FIF, Fédération Ivoirienne de Facebook. Parce que c'est là-bas, le débat s'est passé. Et là-bas, nous, on a déjà fait élection. Hein. C'est vous, votre FIF, là, vous faites pas là. Nous, on a déjà fait élection, on a déjà notre président là-bas. Mais je ne vais pas te dire. Oh, mais non, ça va être bien. Il faut oui, que tu mais c'est demain. C'est demain. Demain, au one-man show de l'ambassadeur Aga Lawal, tu vois, au Palais de la Culture. Viens. Mais là, je sais que vous étiez récemment, j'ai vu 2 ou 3 photos, justement, sur la fédération de Facebook. Oui. Vous étiez dans l'avion, vous rentrez, il n'y a pas longtemps d'un voyage. Oui, j'étais en France, juste pour une mission. Et ce n'était pas pour rien parce que, tu sais, je vais briguer un 5e mandat. Donc, je suis parti voir l'Élysée pour échanger. Et puis, bon, Dieu merci, on a eu un tête-à-tête avec Macron. Vraiment, les conclusions... Vous avez parlé du Mali? Le Mali? Oui. Je ne sais pas. Quand je suis arrivé, moi, je dormais. Et après, on m'a dit, on m'a reçu. Donc moi, je ne sais pas. Les sujets qu'on a abordés, moi, je sais que ce qui est sur le slogan de mon 5e mandat, là, il a validé ça aussi. Tu connais? Ça passe? Où ça passe? Et le 5e mandat d'Aga Lawal, c'est demain? C'est demain, à partir de 20h au Palais de la Culture. Voilà, tout est déjà pris comme disposition. N'ayez pas peur, hein, les opposants, ralliez-vous. Ça sera le 5e mandat d'une première république ou de la... Nous, on n'a pas de république. Nous, on avance seulement. 5e mandat. Nous, tant que... C'est un mandat indéterminé. Voilà. Mais il faut rassurer les gens. C'est vrai qu'on parle en code, mais en réalité, c'est mon 5e spectacle au Palais de la Culture. Voilà. Les 4 premiers ont été de vrais succès et on n'a pas de doute que celui-là va venir confirmer tout le bien qu'en pensez-vous, ambassadeur Aga Lawal. Merci beaucoup. Je t'invite. Viens. Ouais, mais c'est pas tu ne viens pas.
tu seras condamné à 20 ans de rire. Merci Agalawal, merci beaucoup. Merci, rendez-vous demain. Rendez-vous demain. Merci André, merci Rayana, merci Franck Ouais. et Élisée Bolougbe. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales. On fait au revoir. Ouais. Voilà. C'est où? Voilà. Au revoir. Choisissez une caméra, on a beaucoup ici. Ouais, moi qui est là. Alors, vous me voyez au quartier, je suis dans l'émission là aujourd'hui. Au revoir. Vraiment, j'ai été content de présenter toute cette émission et rendez-vous à demain. Tenez même l'affiche. Ouais. Voilà, c'est même l'affiche. Pardon, faut pas me faire travail et puis demain on va te payer, tu vas pas me donner. C'est vrai, C'est bon? Non, ça va. Donc voilà, on s'en va là-bas comme ça. On s'en va là-bas comme ça. Merci beaucoup. Mais la dernière fois, tu devais me dire un truc.